Sunday Night Production. Bonjour à tous, j'espère que votre rentrée se passe pour le mieux. Et avant de vous laisser découvrir cet épisode hors série, j'aimerais vous faire une petite introduction. Déjà pour vous remercier, puisque depuis le lancement de la saison 6 Dans la tête d'un coureur, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Et franchement, c'est incroyable le soutien que vous nous apportez. Jamais on n'aurait cru que le podcast devienne aussi populaire et ça nous fait chaud au cœur de pouvoir partager notre passion auprès du plus grand nombre. Et justement, on est à la saison 6, ça fait 5 ans maintenant que le podcast a été lancé. Certains nous ont découvert il y a quelques mois, mais d'autres nous suivent depuis les premiers jours et on voulait célébrer en fait toutes celles et ceux qui courent, que ce soit pour la compétition, la performance, mais aussi pour se vider l'esprit, pour essayer de se reconstruire. Il y a des millions de bonnes raisons de courir et c'est exactement ça qu'on voulait célébrer. C'est la diversité des profils des coureurs. C'est la raison pour laquelle on a invité 3 personnes exceptionnelles qui nous ont donné des frissons et on a hâte que vous découvriez leur histoire, très différentes les unes des autres, mais vous allez voir que ce qui les unit, c'est la passion pour la course à pied et comment la course à pied a changé leur vie et je suis sûr que c'est vrai pour vous aussi. Bref, je me tais et je vous laisse découvrir cet épisode sans plus attendre. Bonne écoute. Courir va bien au-delà de la vitesse ou de la distance parcourue. Courir, c'est avant tout une quête de liberté. À l'occasion de la rentrée, Dans la tête d'un coureur et New Balance vous invite à célébrer la diversité du running à travers un échange passionnant avec des athlètes hors du commun. Et souvenez-vous, la meilleure façon de courir, c'est la vôtre. New Balance, run your way. Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré en public depuis l'emblématique hôtel Molitor à Paris grâce au soutien de New Balance. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la diversité d'histoires et de parcours dans le monde de la course à pied. Et dans quelques instants, nous allons accueillir des coureurs et coureuses extraordinaires qui ont bravé tous les obstacles et démontré une force mentale assez spectaculaire. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par une voix qui est très connue des auditeurs les plus fidèles de DLTDC, puisque c'est celle de Fred. Oui, vous avez bien entendu, notre très cher Fred fait un petit écart dans sa retraite podcastique pour venir m'accompagner sur cet épisode. Fred, c'est un plaisir de te retrouver dans ce podcast. On s'était vu en juin dernier, donc voilà, tu reviens de manière un peu ponctuelle pour les épisodes qui te tiennent à cœur. Donc sois la bienvenue et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume et merci, c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui parce que surtout on va aborder un sujet, tu l'as évoqué, qui pour moi fait la richesse et qui finalement fait la spécificité de notre sport, c'est la diversité des profils des pratiquants et ça c'est vraiment quelque chose d'important et je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant. On va détailler pourquoi, mais c'est pourquoi j'ai répondu présent à l'invitation. Et puis c'est aussi un moyen de fêter cette saison 6, de pouvoir faire, je peux dire une rétrospective, mais en tout cas de célébrer ces temps passés, parce que maintenant ça fait presque 5 ans qu'on a sorti le podcast ensemble. Et je me souviens quand on s'était rencontrés la première fois, je t'avais dit, il y a autant d'histoires qu'il y a de coureurs. Finalement, ce but, avec ce podcast, on voulait justement raconter les histoires derrière les coureurs, parce qu'on avait fait un constat en se disant, qu'est-ce qu'on sait des athlètes finalement ? C'est juste un micro à la fin de leur course et nous disent ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, mais on ne sait jamais vraiment. En tout cas à l'époque, il y avait peu de médias et de contenu qui expliquaient les histoires. Et voilà, et on voulait un peu creuser, on était des gens curieux et mettre en avant toutes ces personnes. Et toi, en tant qu'entraîneur, tu es sans doute l'un des mieux placés pour comprendre combien la course à pied est une discipline. J'ai envie de dire aux mille visages, avec plein d'histoires, des motivations différentes. Tu as dû voir plein de coureurs dans ton parcours et ils ont quasiment tous des histoires différentes, des motivations différentes. C'est pas toi qui va me dire le contraire. Clairement non, parce qu'effectivement, on a une multitude de profils de coureurs. Et pendant très longtemps, effectivement, on s'intéressait finalement, lorsqu'on avait un coureur à un micro, qu'au résultat, à la performance, et jamais à pourquoi il était là, qu'est-ce qui l'avait amené à être ici. Alors peut-être un moment, l'envie du dépassement de soi, mais ça... J'allais presque dire que c'est une expression maintenant, je ne veux pas dire qu'elle est surfaite, mais qu'on utilise beaucoup dans énormément de domaines. Mais finalement, savoir qu'est-ce qui a amené des personnes qui, a priori, entre guillemets, qu'on ne pouvait penser ne pas être fait
pour la course à pied, se retrouver sur le macadam à faire un 5 km, un 10 km, un semi, un marathon, voire des ultras, et qu'est-ce qui les pousse toujours à aller à l'entraînement alors qu'ils ont des vies professionnelles, personnelles très chargées, bien nourries, que finalement il pourrait se passer de tout ça et qu'ils le font quand même, c'est qu'il y a une énergie qui les motive à l'intérieur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et c'est ça qu'on avait cherché à explorer. Et je pense qu'on n'en a exploré qu'une infime partie. Donc il y a encore pas mal de boulot. Eh ben, écoute, ce soir, on va essayer d'en explorer encore. On va voir justement un peu la puissance de la course à pied parce que on le sait tous les deux et on le dit souvent, le sport, ça change les vies. La course à pied, il y a des destins qui ont été bousculés. Je sais, c'est vrai que tu en as peu parlé, toi, de ton histoire. Peut-être qu'un jour, je l'inviterai dans le récit, mais je sais très bien l'impact que le running a eu sur ta vie. Et on sait que toi comme moi, on aurait des vies complètement différentes. On ne serait même pas là ce soir si on n'aurait pas connu ce sport. Et voilà, on est au quotidien avec les coureurs, on les voit sur les courses. Même les athlètes de très haut niveau, ils ont tous des histoires très, très fortes. Et c'est toujours hyper passionnant de découvrir ça. Et justement, j'aimerais te présenter deux personnes qui incarne parfaitement cette vision. On va les recevoir dans quelques instants, mais je vais faire travailler un petit peu le public parce que j'aimerais vraiment qu'on les reçoive sous un tonnerre d'applaudissements. Si Myriam et Lucène peuvent bien venir, et j'aimerais bien qu'on les applaudisse chaleureusement. Bonjour Myriam, pour te présenter en quelques mots à nos auditeurs, tu es une athlète non-voyante qui a découvert la course à pied sur le tard. Tu es passée de novice à finisseuse des marathons assez célèbres. Je crois que tu as commencé par le marathon de Paris, puis tu t'es pas arrêté là, tu es allé au marathon de New York, puis tu t'es dit, allez, tiens, j'essaierai bien de faire des raids, puis après des triathlons, jusqu'au championnat du monde d'Ironman à Hawaï. À côté de ça, en plus, tu travailles. Tu as dû surmonter tous ces défis avec ton handicap. Myriam, c'est un honneur de te recevoir dans le podcast et bientôt, on va savoir un petit peu plus sur toi et ton parcours. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Génial, moi je suis honorée d'être invitée à ton émission, donc merci beaucoup. Et à tes côtés, on a Lucène. Alors, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom. Toi, tu es entraîneur et tu es un membre actif de l'association Courir en duo. Avec Myriam, vous formez un peu un duo qui vous permet de déplacer des montagnes. Et je suis sûr que ton histoire et ton parcours vont en inspirer plus d'autres parce que moi, en tout cas, vous m'avez beaucoup inspiré et j'ai hâte de partager tout ça. Comment est-ce que tu vas, toi ? Est-ce que ça va ? Très, très bien. Je suis très honoré d'être avec vous. Là, ce podcast que j'écoute régulièrement. Et ça me fait plaisir d'être là. Alors Myriam Lucène, moi je suis également ravi de faire votre connaissance et j'ai évidemment hâte d'en savoir plus sur vous. Je sais déjà que vous écoutez le podcast, mais aujourd'hui je pense que c'est plus Guillaume et moi qui devons être honorés de vous avoir derrière le micro que l'inverse. Alors Myriam, on le sait, hein, chaque histoire est unique et la tienne, je ne vais pas dire qu'elle est plus unique que les autres parce que voilà, c'est chacune a sa spécificité, mais en tout cas, elle semble être une source d'inspiration pour beaucoup. Et du coup, je vais poser une question parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise quand quelqu'un est dans une situation de handicap pour directement aborder de front la situation. On se sent peut-être un peu gêné parce qu'on se sent peut-être coupable, nous, d'être en bonne santé. Moi, par exemple, par rapport à toi, d'avoir la vue. Mais est-ce que tu serais du coup d'accord pour qu'on aborde un peu les différents aspects de ton histoire et de le partager, et notamment les circonstances et le moment où tu as perdu la vue, parce que pour préciser, hein, et du coup vous l'avez compris à travers ma question, tu l'as eu à un moment donné et tu l'as perdu à un autre. Et donc déjà, comment tout ça s'est passé, si je puis dire ? Oui, alors sentez-vous très à l'aise de me poser toutes les questions que vous voulez. Moi, ma vie, elle est comme ça, je l'ai bien intégrée, donc j'ai aucun souci pour en parler. Oui, alors je suis née avec une maladie de la rétine qui est dégénérative, donc je suis née très malvoyante. Et en fait, j'ai perdu la vue très progressivement tout au long de ma jeunesse. Donc j'ai perdu la vue complètement vers la petite vingtaine, quoi. Donc tu n'es pas née non-voyante, tu avais la vue. En fait, tu savais dès le départ qu'un jour, est-ce que tu savais quand tu allais perdre la vision ? Je savais que c'était inéluctable, que j'allais perdre la vue. Après, c'est pas quelque chose qui est super facile à intégrer, même quand tu le sais. Je pense que tu te le représentes pas forcément complètement. Mais oui, je savais que ça allait arriver. Et
quand c'est arrivé, ça a nécessité un petit peu de temps d'acceptation. Et puis tu continues à avancer. Hein. Nous, les êtres humains, on est des êtres très adaptables, donc on fait avec ce qu'on a. Et justement, Myriam, tu le dis, c'est vers la vingtaine que tu es devenue totalement non-voyante, aveugle. Mais tu savais que ça allait arriver, tu avais une vue qui était déjà déficiente. On dit souvent que les enfants sont assez cruels entre eux. Du coup, avant de passer au moment où tu as vraiment perdu la vue, est-ce que, plus c'est des sujets dont on parle beaucoup dans l'actualité actuellement, de ce qui peut se passer quand on est enfant, adolescent, notamment dans les cours de récréation à l'école, est-ce que, en plus du handicap physique dont tu souffrais, il y avait une autre souffrance qui se mettait dessus, qui était liée finalement à l'environnement social et notamment à l'école avec les autres enfants, ou est-ce que finalement tu as bénéficié d'une forme peut-être de bienveillance de la part des camarades? Ça s'est organisé comment et comment tu l'as vécu? Oui, alors c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'étais scolarisée en milieu ordinaire, comme on dit. Donc j'étais avec tous les enfants valides. Et en fait, toute petite, j'ai pas souvenir d'avoir été un peu embêtée avec ma différence, mais vers les années collège, on va dire, effectivement, quand j'entends aujourd'hui parler de harcèlement à l'école, à mon époque, on n'appelait pas ça comme ça. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup embêtée par les autres enfants parce que j'étais pas comme les autres et parce que tout simplement ils comprenaient pas que quelqu'un de malvoyant c'est pas juste quelqu'un de maladroit ou voilà donc ouais j'étais un peu taquinée. Pour parler gentiment. Mais bon, après, je pense que c'est aussi ça qui a aidé à construire la personne que je suis, qui m'a aidé à aller au-delà de certaines difficultés et de certains regards aujourd'hui. Et du coup, Myriam, toujours dans cette idée-là, il y a toujours dans l'inconscient collectif une sorte, alors peut-être ça va te paraître bizarre ce que je dis, mais cette idée finalement que les non-voyants développent tout un ensemble de sens, notamment par rapport à l'ouïe, par rapport à l'odorat, presque qui en ferait des super pouvoirs par rapport à nous, voilà, des Avengers dans un sens, par rapport à nous qui voyons bien et qui finalement pouvons beaucoup nous baser là-dessus. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as expérimenté? Est-ce que tu as pu compenser dans un sens, vraiment dans un sens, la perte de la vue? Non, alors, d'abord sur l'amplification des sens, moi je pense que c'est un grand fantasme des gens valides. Je pense pas qu'on ait une ouïe supérieure ou des sensations supérieures. Je pense juste que ce qu'on travaille le plus quand on ne voit pas, c'est la mémorisation, la concentration, parce qu'il faut vraiment qu'on se concentre effectivement sur tout notre environnement et pas que sur ce qu'on voit. Donc je pense qu'on a exactement les mêmes capteurs que les autres, c'est juste qu'ils ne sont pas tout à fait configurés, on va dire, de la même manière. Et après, moi, ça a été très progressif, ma perte de vue. Donc, petit à petit, selon mon état visuel, j'apprenais à m'adapter au fil du temps. Donc, à chaque fois, on trouve des alternatives à une problématique qui se pose à un instant T. Donc, c'était une adaptation continuelle. Et je pense que la pire des périodes, c'était vraiment quand je devenais très, très, très malvoyante parce qu'à la fois, j'étais pas voyante, j'étais pas non-voyante, donc c'était super dur de trouver des subterfuges. Et une fois que tu perds la vue, c'est tout, tu fais différemment. Tu as dit que c'était une maladie génétique. Est-ce que tes parents, du coup, ont cet handicap, eux aussi? Non, ça c'est la surprise de la génétique. C'est le croisement de leurs gènes récessifs mutuels qui ont engendré des enfants porteurs d'un gène dominant. J'ai une grande sœur aussi qui a la même maladie que moi. Et j'ai un frère qui est passé entre les mailles du filet, lui. Alors Fred parlait tout à l'heure un peu du harcèlement et toi aussi malheureusement dont tu as été victime au collège. Alors on sait que le collège de toute façon c'est une période souvent difficile pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes. Cette entrée un peu, les enfants sont vraiment pas tous très sympas à ce moment-là, surtout à l'époque. On sait que pour beaucoup d'entre nous quand même, le sport, surtout quand on est un jeune enfant, c'est fédérateur parce qu'on joue avec les camarades, on va faire il y a un peu ce rassemblement, cette unité. Il y a ce qui se passe dans la salle de classe, il y a ce qui se passe dans la cour d'école. Et souvent,
pour aller, je suis sûr, 80% des gens ici dans le public et de nos auditeurs, les premiers souvenirs qu'on a du sport, ils sont liés à l'école. Ça va être la cour d'école, on va jouer, ça va être les crosses du collège, ça va être l'UNSS par exemple, pour ceux qui en ont fait. Toi, pendant ta scolarité, quelle relation tu avais avec le sport ? Est-ce que l'école t'a quand même offert des occasions de t'engager dans le sport pour justement pouvoir avoir des moments de jeu avec tes camarades ? Comment ça s'est passé un peu, toi, les cours de PS, le sport, ta relation à ça ? Alors un petit peu au primaire, quand j'étais toute petite, mais bon, le sport, ça allait pas très très loin, franchement, à l'époque, à part voilà, quelques jeux dans la cour, comme tu dis. Et une fois que je suis passée au collège, en fait, non, j'ai plus du tout eu cette opportunité-là. Moi, je suis d'une génération où je pense que le monde éducatif était quand même un peu moins au fait du handicap, de ce que ça a engendré, etc. Donc c'était plus considéré comme un risque pour les enseignants, et surtout dans le sport. Donc je me souviens que mon premier cours de sport au collège, on est allé faire un petit footing en dehors du collège, et puis je finis la séance en me prenant un gros poteau dans la figure qui m'a un peu assommé. Ça m'arrive à moi aussi. Je me suis déjà pris 2 poteaux, pour te dire, en courant. J'ai perdu même une dent. Bon, j'en suis pas arrivée là, mais ça a quand même fait bien peur, je pense, à l'enseignant à l'époque. Et il m'a dit, non mais tu sais quoi, en fait, le sport, t'es pas obligé, quoi. Si tu veux, tu fais une dérogation et puis basta. Et à l'époque, ça m'allait bien parce que ça m'a fait gagner du temps. Au collège et au lycée, je faisais autre chose, mais aujourd'hui, je le regrette, en fait. T'aurais aimé, toi, justement, on t'a peut-être un petit peu trop mis à l'écart, ça arrangeait un peu tout le monde de te faire une dérogation, si je comprends. Ça arrangeait tout le monde, mais j'aurais préféré qu'on me pousse un peu dans mes retranchements, et je pense que j'aurais été une athlète encore plus accomplie aujourd'hui. Ou peut-être pas, parce que tu as peut-être aussi nourri ce sentiment de revanche, de ne pas avoir pu le faire après. Guillaume en parlait. On est beaucoup à trouver dans le sport une échappatoire, un moyen de se reconnecter à soi-même, de s'accepter tel qu'on est, quel que soit entre guillemets notre handicap ou la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes. Tu le disais, finalement, un peu de sport en école primaire, au collège quasiment rien. Et du coup, à un moment, qu'est-ce qui finalement t'a poussé une fois adulte, à te tourner vers l'activité physique? Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir ce pas? Peut-être, je dirais, excuse-moi de le dire ainsi, peut-être au moment où tu étais le plus en difficulté pour faire face à une activité physique, puisque tu avais totalement perdu la vue. Ouais, c'est vrai, mais c'est les affres du quotidien qui m'ont poussée à faire du sport. En fait, j'en ai eu envie et surtout besoin quand je suis entrée dans ma vie professionnelle, en activité. Là, je me suis installée à Paris, je bosse dans une grosse compagnie. Je cherchais vraiment à faire ma place parce que c'est pas facile dans toutes les entreprises pour tout le monde, mais encore plus quand tu as un handicap. Donc voilà, je voulais vraiment démontrer ma valeur dans l'entreprise, c'était important pour moi. Donc je travaillais beaucoup et moi je viens de la province à la base, donc quand tu découvres la vie parisienne, c'est un peu métro, boulot, dodo. C'est fatigant, c'est énergivore, et puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais il manque un truc, quoi. Je suis pas équilibrée, il faut un truc pour mon bien-être, que je me sente mieux dans mon quotidien. Et puis j'étais en quête aussi de nouvelles activités, de faire des rencontres, tout ça. Donc c'est là que j'ai commencé à chercher des activités sportives. Et du coup, tu t'es tourné vers quel sport? C'est marrant parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression que tu dois en faire plus que les autres. Comme si tu devais toujours montrer que en plus de ton handicap, en fait, tu es obligé de montrer que tu es à ta place, que tu as de la valeur, que tu sais bien faire. C'est ce que je ressens. Est-ce que je me trompe? Non, mais c'est sûr. Enfin, la société a un regard tellement biaisé sur le handicap. Tout le monde a ses biais, tout le monde a ses a priori. Il se dit, bon, il est handicapé, elle est handicapée, donc elle va être moins performante, elle va avoir des lacunes, je vais devoir compenser son travail, etc. Donc bien sûr, faut en faire plus pour prouver que tu es légitime là où tu es. Donc oui, c'est vrai. Moi, parfois, j'ai eu la remarque, ils me disent, des gens, ils me disent, alors comment ils font les non-voyants pour courir? J'ai dit, c'est tout simple, ils mettent un pied devant l'autre et voilà, comme vous. Donc, ils sont étonnés que des personnes non-voyantes
arrivent à courir. Mais c'est ça qui est intéressant avec le. Déjà, merci beaucoup parce que ça permet justement, c'est ce qui est cool avec le podcast, c'est ce qui est cool avec le sport parce qu'on rencontre de nouvelles personnes et finalement on arrive à s'intéresser à des sujets qui viennent pas naturellement vers nous. Quand on a fait le podcast, on a reçu aussi beaucoup de personnes non-voyantes qui nous écoutent parce que finalement écouter un podcast, ils ont la même expérience d'écoute que n'importe qui. Donc, vu qu'il n'y a pas d'image, des fois, les articles, c'est compliqué. Là, avec le podcast, c'était vraiment un média. Donc, nous, on avait reçu pas mal de témoignages de gens qui nous envoyaient des messages pour nous dire c'est super, on a enfin un média où moi je cours et je peux avoir. Et c'était un sujet qui m'avait beaucoup touché, ce genre de message. Je me souviens, Fred, on t'en avait parlé. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a, pour les personnes sourdes, malentendantes, qu'on a dès le début mis en article. Il y a 6 ans, on avait sous-titré notre toute première vidéo. Maintenant toutes les vidéos sont sous-titrées, mais il y a 6 ans ça le faisait pas, et c'est pour ça que dès le départ on avait voulu justement pouvoir proposer des contenus à toutes les personnes en situation de handicap parce qu'on avait reçu ces messages et que les gens nous avaient témoigné, expliqué, parce que sinon on l'aurait pas forcément fait naturellement, ce qui prouve qu'il y a quand même un manque de connaissances. Toi, quand tu t'es tourné vers le sport, comment ça s'est passé du coup? Parce que tu voulais te sociabiliser, les clubs. Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce que c'est vraiment toi qui as pris ton bonhomme de pèlerin et tu as tout géré tout seul? Est-ce que tu as été accompagné? Parce que on imagine, je sais pas, qu'il y a une association, qu'il y a une prise en charge, qu'on te facilite. On a toujours un peu une vision un peu idyllique des choses. Est-ce que ça se passe comme ça? Ouais, c'est un beau monde dans lequel tu vis. non, en fait, on m'a pas prise en charge. J'ai dû envoyer quelques mails à des fédérations sans avoir aucune réponse. C'est ça, je suis désolé, mais c'est en plus de personnes en situation. Bon, bref. Voilà. Du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai cherché toute seule. Alors, la première asso qui m'a interpellée, c'est une asso qui est pour les déficients visuels, en fait, qui s'appelle l'ASLA, qui proposait du tandem. Donc, c'était un sport assez intuitif quand tu vois pas. Donc, j'ai commencé à faire du tandem. Et puis après... je voulais pas forcément rester dans des associations pour les personnes handicapées. Moi, j'ai quand même toujours eu cette recherche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion. On n'entend que ça, mais je voulais vraiment faire des choses avec les gens valides et pas forcément rester dans des assos spécialisés. Et je suis tombée sur, après le tandem, une association qui proposait du roller aussi et qui avait déjà intégré des déficients visuels. Donc, je suis allée vers eux. Et j'ai commencé à faire du roller. Et je sais pas, je suis entrée dans une phase un peu de boulimie, de découverte de tous les sports que je pouvais faire. Donc j'ai commencé à faire plein de trucs, de la danse, des sports aériens, du ski, voilà. Et puis... Et tu as fait le marathon de Berlin en roller aussi. Ouais. T'as pas fait du roller toi aussi, Fred? Non, j'ai un souvenir. Si, Oui, si, t'as fait si, du roller toi j'en ai aussi. fait. Oui, t'as une vie j'avais ce souvenir en tête. Oui, je suis vraiment pas doué, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est incroyable parce que en vrai c'est dur de rentrer dans un club quand t'as pas les codes. C'est-à-dire que si t'as été mis dans un club tout petit, que t'as connu et tout, mais si t'as pas connu le monde fédéral, quand tu rentres dans un club, faut t'intégrer dans un groupe, faut prendre une licence, t'as l'impression que tout le monde est super balèze, super fort et que t'as pas ta place et tout. Et là, moi je l'ai vécu en tant qu'athlète valide entre guillemets, et je suis sûr que certains d'entre vous aussi. Mais j'imagine en plus quand t'es en situation de handicap, ça rajoute quelque chose de dingue. Et justement, Lucène, je me tourne vers toi parce que alors toi, tu es bénévole, tu es aussi membre, tu es aussi entraîneur dans un club. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pourquoi tu as voulu justement te consacrer à l'association? Pourquoi est-ce que tu as voulu... Comment est-ce que tu expliques un peu ce besoin que tu as ressenti de t'investir auprès des athlètes non-voyants? Est-ce que c'est dans ta famille? Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Et on sait que le bénévolat, c'est important pour les coureurs. Il y a des bénévoles sur les courses. Et voilà, donc c'est aussi un moyen de mettre en avant tous ces bénévoles. Donc pourquoi tu as été attiré vers cet assaut Courir en duo? Alors, moi, mon expérience déjà de course à pied, pour commencer, j'ai commencé tardivement la course à pied à 34 ans, en 2008. Premier marathon, et avec les premiers pas, j'ai adoré, je suis devenu accro. 2009, je fais un marathon et je regarde les photos sur les réseaux sociaux, je vois un athlète qui court avec un non-voyant et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? Et en 2010, j'ai commencé à chercher, ça a pris du temps. Et en 2010, j'ai intégré un groupe informel, c'est pas vraiment une association Courir en duo. Et je commençais à courir avec eux, il y a pas mal de non-voyants. Et c'est là où j'ai rencontré Myriam. Donc c'était vraiment une belle expérience. Moi, on m'a fait toujours la remarque quand je courais, j'étais
Quand j'ai commencé, j'étais relativement à l'aise pour la course à pied, mais je restais toujours avec les derniers. J'aimais bien accompagner les autres. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai amélioré mes chronos. Je suis arrivé à 3h00 et 7 secondes au marathon de Paris. Et je me suis dit, on cherche toujours à améliorer. J'étais en pleine forme, sans aucune blessure. Je me suis dit, je vais me consacrer à autre chose. J'ai passé les diplômes de FFA pour être entraîneur. Et en parallèle, je courais avec les amis non-voyants. Donc là, je suis entraîneur dans un club. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport à la fédération, dans le cursus de formation, on nous sensibilise par rapport à l'handicap. Et ils nous disent, surtout, ne dites pas non juste comme ça. Il faut étudier. C'est quelqu'un qui est en situation de handicap vous demande quelque chose. Surtout, il faut étudier, voir ce que vous pouvez faire. Il faut faire le maximum. Mais il ne faut pas dire non comme ça pour rejeter ce que tu expliquais tout à l'heure, Fred. Et c'est vraiment important ce que dit Loussène, mais en même temps, beaucoup de clubs sont un peu désarmés, faut être honnête, et je pense quel que soit le sport, parce que finalement, pour bien comprendre comment le sport est organisé en France, hein, notamment par rapport aux personnes en situation de handicap, quel que soit le sport, les personnes qui souffrent d'un handicap dépendent de la fédération handisport. Quelqu'un qui veut faire de l'athlé mais qui est non-voyant sera dépendant de la fédération handisport et ne relèvera pas, par exemple, de la fédération française d'athlétisme, sauf si elle a un déficit, on va dire, intermédiaire qui lui permet à la fois de concourir dans les deux, mais ce qui est relativement rare. Donc, du coup, ça complexifie, c'est un peu l'administratif à la française, hein, on le dit souvent comme ça, ça complexifie aussi, et pour le coup, autant on peut, entre guillemets, souvent critiquer la Fédé sur un certain nombre de choses, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fédérations qui apportent l'attention que la Fédération française d'athlé apporte sur la sensibilisation aux personnes qui arrivent en situation de handicap dans les clubs. Mais à un moment, si on est, nous, en tant qu'entraîneurs dans cette situation, on est obligé d'essayer de faire coordonner deux structures qui sont différentes, deux fédérations qui sont différentes. Et à un moment, ça pose aussi des problématiques qui sont assurantielles et autres. Et du coup, moi j'avais une petite question pour Loussène, parce qu'il entraîne, j'allais dire aussi, des athlètes valides. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Moi, j'ai entraîné les deux aussi, mais j'ai peut-être pas forcément la même vision que toi sur la chose. Est-ce que toi, tu vois une différence dans l'implication des athlètes et dans la difficulté aussi peut-être à mener les séances ou atteindre le but Pour quelqu'un qui est en difficulté, qui a un handicap, c'est toujours difficile au début il faut avoir l'habitude de courir, de faire confiance à un guide, avoir un guide qui va l'accompagner. Je me rappelle Myriam, tout au début, là, elle fait des marathons, Ironman, etc. Tout au début, elle avait beaucoup de mal. Moi, j'étais pas mal d'années dans l'association, donc je l'ai vue arriver. Elle commençait tout doucement, des petites distances, mais elle avait toujours quelques difficultés. Mais justement, c'est le mental, c'est la persévérance, c'est toujours être content de ce qu'on a fait et ne pas voir tout ce qu'on n'a pas fait et se décourager. Donc, il y a une volonté de quoi qu'il arrive d'aller, d'accomplir, de progresser. Et voilà, donc il y a vraiment, pour moi, il y a une grosse différence de mental. Et c'est ça qui fait la différence. Ils sont peut-être un peu plus inarrêtables. Oui, voilà. Parce que toute leur vie, finalement, ils ont dû affronter des difficultés. Donc ça leur fait presque plus peur maintenant. Moi, je plaisante, je dis aux gens, un non-voyant, si tu veux qu'il fasse quelque chose, tu lui dis tu peux pas faire ça. Mais c'est souvent ça, les personnes en handicap ou qui ont une situation un peu particulière ou qu'on subit le harcèlement, c'est souvent ça, ça devient finalement un moteur. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, parce que on a tendance un peu maintenant, c'est vrai que c'est un peu la mode de, tu vois, survaloriser le handicap, le harcèlement, en se disant, bon, je pense qu'il faut pas rentrer non plus dans un... Oui, on en tire des bénéfices, mais ce qu'on a subi aussi à côté, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, donc il faut pas non plus marginaliser ça ou trop, voilà. Mais le tableau est jamais tout le temps noir ou tout le temps blanc. Mais toi, justement, Myriam, tu
tu t'es passionné pour la course à pied, donc après avoir essayé le tandem, après avoir essayé le roller comme Fred, vous êtes croisés dans des réunions, dans réunions de personnes qui font du roller, je sais pas comment ça s'appelle, et tu vas te lancer un défi, au début en tout cas, et comme beaucoup de coureurs finalement, c'est devenir marathonienne, et donc tu as participé pour la première fois au marathon de Paris. Je sais que ça a été un moment particulier pour toi, mais finalement, on partage ça. Il y a une histoire commune avec nous les marathoniens, c'est que le premier marathonien, quand on le prépare, quand on franchit la ligne d'arrivée, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a jamais fait de marathon qui dit ça, mais j'en ai préparé un, mais je vois bien quand même que c'est une discipline qui est quand même à part. J'ai fait plein de courses, j'ai fait des trails, j'ai fait des 10 km, des semis, des Ironman, des triathlons. L'émotion que tu vas retrouver à la ligne d'arrivée, pas forcément sur les élites, mais les 3h, 3h30, 4h, 4h30, mettez-vous et regardez les gens qui pleurent, les gens en larmes, vous retrouvez ça sur aucune autre course. Même à l'UTMB, les gens sont délivrés d'avoir terminé, ils se disent enfin, ils sont heureux. Mais il n'y a pas de gens qui s'effondrent en larmes. Une personne sur deux, après 3h30, est en larmes au marathon de Paris. Il se passe quelque chose avec cette course. Toi, ça représentait quoi de faire le marathon et quel impact ça a eu, en tout cas, ce premier marathon sur ta vie ? Alors, en fait, ce qui m'a amené à la course à pied, c'est un peu le roller. On en parlait parce que c'est en faisant du roller que je me suis découverte le goût des défis. Et j'ai eu envie, par mimétisme et pour me dire, ouais, je suis capable de faire comme les autres, de faire les 24 heures du Mans à roller. Et là, je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir la technique, mais il faut de l'endurance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et comme le disait entre les lignes Loussen, quand j'ai commencé, je courais vraiment comme une patate. C'était terrible. Je confirme. On commence tous, t'inquiète pas. Je faisais un tour du lac Daumesnil et j'étais HS. Vraiment, je revenais de loin. Mais j'ai persévéré. Je pense que voilà, une de mes qualités, je pense qu'on peut dire que c'est la persévérance et la volonté. Et je me suis accrochée, j'ai continué à courir, ça m'a plu, j'ai fait 5 km. Je me suis dit, finalement, je peux faire. Et 10 km, finalement, je peux les faire. Et puis le semi. Et puis voilà, un jour, je me suis dit, le marathon, la distance reine, est-ce que je peux vraiment faire ça, moi ? Et puis, je me suis lancée dans cette aventure. Et effectivement, ça a été des émotions très fortes. D'une part parce que, comme je le disais, je reviens vraiment de très loin et je me pensais vraiment pas capable de faire ce genre d'exploit. Et ce que je pensais être un exploit. On peut parler d'exploit, oui. Et puis aussi, pendant le marathon, en tout cas, moi, je suis passée par plein d'émotions. Au départ, c'est l'euphorie, t'es trop content d'être là. Et puis, moi, j'ai rencontré le mur assez rapidement. Au 13e kilomètre. Non, quand même pas, mais genre le 26e. Et là, je me suis dit, non, mais j'y arriverai pas. Et puis, j'avais mon guide et d'autres gens de courir en duo qui sont venus m'encourager, qui étaient là pour moi, qui m'ont vraiment porté. Et finalement, kilomètre après kilomètre, t'y arrives. Et quand tu franchis la ligne, voilà, tu rentres dans un nouveau monde, tes perspectives s'élargissent, les difficultés du quotidien te semblent moins difficiles. Et voilà, tu as un champ des possibles qui s'ouvre et tu dis, ouais, je l'ai fait. Il y a eu un après, un avant pour toi. Ouais, je pense. Ouais. Pardon, ce que je voulais rajouter par rapport à l'inspiration, on a eu des personnes qui viennent voir Myriam à la fin, qui lui tapent à l'arrivée d'une course, qui lui tapent sur le dos. Ah, merci, vous m'avez aidé à finir. Regarde, mais comment nous on courait. Après, la personne explique qu'il était en difficulté, qu'il voulait abandonner, et à un moment il voit Myriam passer. Eh bien, on a des chasubles jaunes quand on court. Et il m'a dit, effectivement, je me suis accrochée à ton chasuble et tu m'as aidé à finir. Et voilà. Ça, je pense que c'était le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Ça c'est un peu presque, j'allais dire, un classique. Souvent, les athlètes le racontent. On est en compétition, on souffre. Et on voit, alors, qu'on voit un athlète avec son guide, ou qu'on voit les gens avec les goélettes là, qui sont poussés. Et on se dit, en fait, même si je suis au mal, même si j'ai mal partout dans ma course, en fait, par rapport à ces personnes qui font des efforts surhumains pour finir, moi j'ai pas le droit, juste parce que je commence à avoir les jambes tétanisées, de m'arrêter. Donc c'est vrai que dans la course même, les athlètes en e-sport sont une vraie source d'inspiration. Mais après le marathon, Myriam, visiblement ta soif de défi n'était pas épongée, si je puis dire, parce que tu t'es orienté vers le triathlon. Alors on sait déjà que pour être
un athlète valide. Le triathlon, c'est 3 épreuves à préparer. C'est pas toujours très simple parce qu'il faut combiner un ensemble d'entraînements dans les 3 disciplines avec la vie perso, la vie pro. Je peux supposer que pour un athlète handisport, c'est encore plus compliqué. Toi, tu identifierais quels obstacles, difficultés en plus que tu as dû affronter, je veux dire, par rapport à un athlète valide sur cette préparation et comment tu as réussi à les surmonter? Oh là là, par où commencer? La charge mentale. Ouais, alors, il y a beaucoup de difficultés, effectivement. Il faut vraiment être hyper motivé. Mais d'une part, les difficultés matérielles, parce qu'il faut quand même avoir un tandem. Voilà, il faut avoir le matos qui va bien pour pouvoir pratiquer. Il faut trouver des gens qui veulent bien t'accompagner dans toutes les disciplines. Et plus tu prépares quelque chose de gros comme l'Ironman, plus ça nécessite beaucoup de temps. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de gens. Tu travailles à côté, je précise. Tu as un travail prenant à côté aussi. Et voilà, il faut interfacer ça avec le travail. Donc, et tout s'organise. Enfin, quand tu vois pas, tu te lèves pas le matin en disant je vais mettre mes baskets ou alors tiens, je vais prendre mon vélo, aller faire 40 bornes parce que j'ai le temps. Tout s'organise, tout s'anticipe. C'est une organisation millimétrique quand tu prépares des grosses épreuves. Et tu as besoin de beaucoup de bonne volonté, un gros pool de guides potentiels pour pouvoir t'accompagner, faire les entraînements dont tu as besoin, quand tu en as besoin. Voilà, donc. C'est simple de trouver des guides, justement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est... Sur le triathlon particulièrement? Simple, c'est pas le terme. C'est pas simple parce que pourtant je suis dans un club de triathlon. Les gens sont de très bonne volonté, mais c'est pas évident pour tout le monde de prendre du temps pour faire ça avec quelqu'un d'autre parce que chacun aussi a ses objectifs, chacun a ses contraintes. Le tandem, ça fait peur. donc non, c'est pas puis c'est contraignant quoi, c'est contraignant déjà de le faire pour soi, donc de s'organiser pour le faire avec quelqu'un d'autre, c'est pas évident, donc non, on en recherche tout le temps. Justement, guides, toi, Lucène, en tant que guide et entraîneur, tu as fait le choix un peu de mettre ta préparation de côté et voilà pour ton engagement associatif, pour tes athlètes. Comment est-ce que tu trouves la motivation justement pour cet altruisme? Comment tu arrives un peu à te rendre un peu disponible pour les autres et surtout à rester motivé? Parce que c'est une chose de faire guide pour une personne non-voyante 1 mois, 2 mois sur un objectif. Toi, c'est un engagement qui s'est inscrit dans le temps et ça fait quand même vraiment la différence. Donc comment tu vis ça? Par rapport au guide déjà, il faut un guide qui soit fiable et qui soit plus à l'aise que si tu la guides en course à pied, il faut que tu sois plus à l'aise. Sinon, c'est notamment fractionné en course, il y a plein d'obstacles, plein de trucs comme ça, donc il faut être disponible. Sur un marathon, par exemple, si on le fait en 4 heures, pendant 4 heures, on est concentré, mais on adore ça parce qu'on passe par des émotions, on partage, on vit une expérience unique, que ça soit physique ou émotionnelle. Et surtout, à l'arrivée, on est content, toujours on saute dans les bras de l'autre. Moi, j'admire Myriam, je la vois progresser, j'admire l'organisation pour le triathlon. Moi, j'étais juste son coach en course à pied, j'accompagnais. On avait des rendez-vous le matin, par exemple, à 8h. Mademoiselle ne peut pas faire comme tout le monde, elle arrive toujours en avance, elle ne peut pas annuler au dernier moment, elle fait toujours là, présente, motivée. On court et après, il fallait prendre les transports ou un taxi pour aller nager dans une piscine. Moi, tout ça me nourrit. J'adore Myriam, on a une bonne complicité, une confiance mutuelle parce que pour guider, elle me fait confiance, pour l'accompagner sur des terrains, des sentiers, des obstacles partout. On se raconte, on a nos anecdotes, on a plein on a une complicité forte. Et ça me nourrit et ça m'aide. Ça m'aide à faire le deuil par rapport à mes pertes personnelles. C'est assez incroyable. Myriam, j'aimerais qu'on évoque maintenant un sujet très important, c'est l'accessibilité justement des événements sportifs aux athlètes en situation d'handicap. Alors, est-ce qu'en 2023, alors, on parle beaucoup d'inclusion, c'est un sujet qui
qui est en tout cas dans les médias assez important. Les politiques aussi aiment bien beaucoup en parler. Est-ce que dans la réalité, comment ça se passe? Est-ce que toi, en tant qu'athlète en situation de handicap, est-ce que les courses sont adaptées, accueillantes pour les athlètes comme toi? Voilà, s'il y a des obstacles, c'est quoi? Comment ça se passe un peu, Je le dirais parcours? que c'est assez disparate selon les organisations, mais c'est souvent plus une question de personnes que d'organisateurs. Donc il y a des courses où on va être super bien accueillis, tout sera prévu pour nous, départ anticipé, le dossard pour le guide, etc. Et d'autres courses, parfois les plus grosses en France. T'as eu des difficultés où, par exemple? Alors, pour ne pas les nommer, en fait, à ESSO qui organise le Semi de Paris ou le Marathon de Paris, nous, on ressent un peu une dégradation, entre guillemets, au fil des années de l'accueil des personnes en situation de handicap. Surtout les personnes dites debout, parce qu'il y a les fauteuils et les handicapés debout, comme on dit. Où avant, on avait un départ anticipé, par exemple, et puis au fil des années, ils nous ont dit non, vous partez au milieu des sas, comme tout le monde. On a beau leur expliquer, mais on se fait bousculer, c'est plus dur pour nous de dépasser que d'être dépassés, blablabla, mais bon, ils n'entendent pas trop. Et ce qui est assez invraisemblable, c'est que le semi et le marathon, ils sont quand même support des championnats de France de para-athlétisme en semi et en marathon. Et t'as pas de départ groupé, quoi, des compétiteurs, quoi. T'es au milieu des sas, tu sais même pas qui sont tes compétiteurs ou pas. Tu le découvres à l'arrivée. Voilà. Donc voilà. Et sur des compétitions, logistiquement, je pense à l'Ironman, ce genre de choses, ça doit quand même aussi être un défi pour les organisateurs. Ils arrivent à... Ouais, alors Ironman, moi je trouve qu'ils sont quand même bien mindés par rapport à ça. Là, je reviens des championnats du monde de 73 en Finlande. On était hyper bien accueillis, vraiment, ils ont bien pris soin de nous, c'est hyper agréable. Donc je pense qu'ils sont bien briefés là-dessus. Après, selon les courses, selon les pays, ils n'ont pas tous le même niveau. Ouais, c'est très humain aussi, j'imagine. C'est très humain, ouais. Mais en tout cas, ils sont open, ils sont vraiment open. Et moi, j'ai jamais eu une course, que ce soit en course à pied ou en triathlon, qui m'ait refusé le départ. Hein. Donc voilà, en général, avec de la discussion, ils comprennent et ça se passe bien. Ça c'est vraiment un aspect, on en parlait un peu en introduction, Guillaume, qui je pense est spécifique à la course à pied. Il y a peut-être d'autres sports, hein. Je n'ai pas non plus une connaissance absolue et universelle des choses, mais quand même en course à pied, on peut retrouver dans un peloton, notamment sur une grande épreuve, toutes les personnes valides, les personnes qui souffrent de handicap. Si on prend par exemple le problème de la déficience visuelle, ceux qui font du cécifoot, ils ne font des compétitions qu'avec des gens qui font du cécifoot. Ils ne se retrouvent jamais à faire un match de cécifoot où la moitié de l'équipe est des voyants, alors que là, il y a une participation où tout le monde est présent. Et pour employer un terme qui est peut-être très en vogue, mais qui me paraît pour le coup très adapté, je pense que la course à pied est un des sports, en tout cas, les plus inclusifs, pour le coup, parce que... Et pas que sur ça, on le verra tout à l'heure. Voilà, comme le dit Myriam, jamais on lui a dit, non, en fait, vous voyez pas, vous venez pas, vous allez à une course spéciale pour les gens qui voient pas avec leur guide. On dit pas ça en course à pied. Et en plus, suivant le marathon auquel elle participe, par exemple, Myriam allait à Berlin ce dimanche-là, elle courrait avec le recordman du monde du marathon dans la même course, comme tous les amateurs. Donc c'est vraiment une chance exceptionnelle qu'on a dans notre sport et qu'il s'agit de nourrir. J'aurais une dernière petite question, même si tu l'as déjà abordé, Lucène. Tu parlais du partage. Tu parlais du partage et de l'émotion qu'il pouvait y avoir lorsque la ligne d'arrivée est franchie, que l'objectif est atteint ou pas d'ailleurs, parce que c'est une épreuve qu'on vit à deux. Est-ce que, à ton sens, toi qui as couru pour toi-même, qui est en plus aussi entraîneur, et donc je suis bien placé pour savoir que lorsqu'on est entraîneur, on vit aussi des émotions à travers les athlètes qu'on entraîne. Est-ce que ça a une saveur vraiment particulière, différente de franchir cette ligne à deux? Et est-ce que, on va pas faire une classification, mais est-ce que pour toi c'est au-dessus de tout, ou finalement par exemple le jour où tu as fait 3 heures au marathon, ça reste quand même ta référence en termes d'intensité, de bonheur par rapport à ton vécu de sportif? Ouais.
Alors, déjà, j'ai fait le choix de continuer à courir avec les amis non-voyants et de ne pas faire mes perfs personnels. Donc, ça veut dire que je prends plus de plaisir et d'émotion avec eux. Et c'est génial d'arriver tous ensemble, comme ça, franchir la ligne d'arrivée. Je suis content de moi, je suis content d'elle, elle est contente de moi. Et donc, il y a plein, on gagne à tous les niveaux. Donc ça n'a pas de prix pour moi. On est félicité par les autres, les athlètes qui arrivent pour nous voir, pour nous féliciter et tout. Donc tout est bien. C'est un monde c'est dingue tout ce qu'on vit. Et voilà. Donc ça n'a pas pour moi ça n'a pas de valeur par rapport à mes perfs personnels. Si je peux rajouter quelque chose. Bon, déjà, quand il a fait 3 heures au marathon, il guidait déjà des non-voyants. Donc, c'est pas incompatible de faire des perfs. Parce que tu as des non-voyants qui ont des perfs de niveau national. Hein. Ouais. Et d'autre part, moi, j'ai énormément de gratitude pour tous mes guides, évidemment pour Lucène aussi. Et non seulement beaucoup de gratitude parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie pour nous, pour moi, et aussi énormément de considération parce que c'est beaucoup d'altruisme. C'est une chose de le faire de temps en temps, mais Lucène, il s'est engagé dans cette démarche vraiment sur du long terme. Donc ça veut dire que, comme il le disait, pour lui, il y a quelque chose de plus grand et de plus satisfaisant de partager une performance avec quelqu'un qui ne peut pas le faire tout seul que de le faire pour lui. Donc je trouve ça magnifique. Moi, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait si je n'étais pas non-voyante. Le sentiment de partage, c'est quelque chose d'hyper puissant. Je vais vous donner un exemple, mais imaginez-vous être sur l'endroit le plus beau sur Terre et voir le plus beau coucher de soleil, mais le voir seul. Imaginez-vous manger dans le plus bon restaurant, les meilleurs plats, boire les meilleurs vins et le manger seul, ou dormir dans la plus belle chambre d'hôtel seul. Quand vous partez partager des choses, les émotions sont forcément décuplées, quoi. Ça n'a pas de sens en fait. C'est toujours un plaisir qui est amoindri quand on partage les choses. C'est toujours beaucoup plus fort. Donc je suis pas du tout surpris moi par ce que tu dis. Et pardon, ce que je voulais rajouter aussi, parce que le fait de courir avec les non-voyants et de vivre avec eux pas mal de choses, parce qu'on peut partir en vacances ensemble, faire des dîners, etc., ça m'a aidé quand je vois un non-voyant dans la rue ou quelque part, je vais le voir, je n'hésite pas. J'étais à l'aéroport, par exemple, pour un voyage, et je vois un non-voyant complètement perdu. Je suis parti le voir, je l'ai attrapé par la main, et je commence il cherchait l'assistance de l'aéroport, je l'ai accompagné, on a discuté, et puis après, c'est devenu un ami, donc ça aide à aller vers les autres, parce qu'on a, comme tu disais Fred au début, on a beaucoup d'impréhension, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas si on va déranger ou pas, mais là, Merci infiniment. Je pense qu'on va recevoir dans quelques instants un nouvel invité, mais déjà, moi là, c'était vraiment, c'était incroyable de vous écouter. Moi, j'espère que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que nous, et votre parcours est très inspirant. Et je voulais encore vous féliciter tous les deux. C'est quoi le prochain défi maintenant ? Moi, je me suis inscrite sur un marathon sec. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait finalement. Donc, je serai à Valence début décembre. À Valence, alors là, ça va aller vite là. Ouais. Ça sent la perf. Ça sent la perf là. Ouais, ça sent le chrono. Bon, écoute, on souhaite le meilleur pour Valence. Je pense qu'on peut les applaudir et on va recevoir dans quelques instants Margot. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Fred, on va recevoir dans quelques instants Margot, une autre athlète avec une histoire tout aussi incroyable. Mais avant ça, j'aimerais, parce que là, on célèbre un peu les 5 ans du podcast aussi à travers cet épisode et l'aide de New Balance. Et avant ça, j'aimerais quand même qu'on prenne quelques instants pour parler des stéréotypes autour des coureurs à pied. Alors là, on n'a pas demandé le chrono de Myriam à son premier marathon, mais tu sais que on peut avoir des fois sur les réseaux sociaux, nous, quand on montre des fois des histoires comme Myriam ou des finishers un peu de second peloton, on est obligé de désactiver les commentaires parce que souvent il y a beaucoup de critiques ou de jugements autour de ces choses. Et donc il y a beaucoup de stéréotypes aussi. C'est un peu dramatique quand même d'en arriver là. Et depuis le début du podcast, toi, tu as toujours souhaité déconstruire un peu les idées autour justement du rapport à la performance, du rapport aussi au physique. Je sais que c'est quelque chose, tu as été l'un des premiers
premiers aussi entraîneurs, en tout cas publiquement, à parler de ça, parce qu'on sait malheureusement à quel point les troubles alimentaires peuvent être aussi très très importants dans le monde de la course à pied, notamment chez les athlètes les plus jeunes. Et toi, tu as coaché des jeunes athlètes et tu as vu un peu les ravages que ça a fait. Et on sait que pendant longtemps, c'était un peu la politique de l'autruche. Pourquoi toi, ces sujets étaient aussi importants? Parce que je me souviens que tu avais souvent pris la parole par rapport à ça, et à l'époque, c'était assez précurseur. La première raison, c'est parce que j'y étais confronté il y a quelques années. Je vais le dire comme ça, j'ai récupéré une athlète qui sortait de l'hôpital parce qu'elle avait été hospitalisée pour anorexie. Une athlète qui était tombée à 34 kilos, qui avait eu sa vie qui était en jeu. Et j'ai vu les ravages. J'ai vu vraiment en face de moi les ravages que pouvait avoir ce type de dérive. Alors attention, je ne dis pas qu'elle a été dans cet état à cause, parce que les causes sont parfois multiples, à cause de l'athlétisme et d'un entraîneur précédent. Ça, honnêtement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vu de près les ravages que ça pouvait avoir, avec d'autres athlètes aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai été confronté et qui m'a un peu sidéré, parce que quand tu vois les choses un peu de loin, tu vois un reportage à la télé, tu dis c'est un peu triste pour cette jeune demoiselle. Et après, j'ai appris et j'ai vu aussi de mes propres yeux que ça touchait pas non plus que des femmes, même si c'est majoritairement des femmes. Et donc, quand tu es confronté à ça, tu dis mince, alors c'est bien plus dramatique qu'on pense, et c'est souvent un peu plus répandu. On a souvent justement cette idée qu'il faut être le plus mince possible, le plus absolu, alors que c'est pas aussi simple que ça. Et en plus, il y a ce côté-là pour les athlètes qui vont vraiment chercher la performance absolue et qui se disent, si vraiment je veux être absolument performant, va falloir que je sois maigre. C'est vraiment ça en fait. Et l'idée, c'est pas d'être maigre, parce que sinon on n'est pas performant. Et on va dire, de l'autre côté, il y a toutes les personnes qui pourraient avoir un physique un peu différent et qui se disent finalement, ce sport m'est interdit. J'aimerais le faire, j'aimerais participer. Je vois tous ces gens qui vont faire des marathons et je ne peux pas. Je vais te dire, c'était un peu mon cas, parce que moi j'ai la chance d'être grandi dans une famille de sportifs. Mon papa était sportif, mon frère était sportif en course à pied, de très bon niveau. Et c'est vrai que mon petit, j'étais un peu rond. Tu vois, j'étais pas gros, mais j'étais un petit peu plus rond. Et en fait, par défaut, je me suis exclu de la course à pied en me disant, c'est un sport pour les minces. Donc j'ai fait du tennis, j'ai fait plein d'autres sports en fait qui foncièrement m'attiraient pas, parce que moi, ce que je voulais, c'était courir, même si à l'époque, je n'avais pas forcément conscience, parce que j'estimais que j'avais pas ma place et qu'on allait, je peux dire, se moquer de moi, mais tu vois, c'est les moqueries des enfants. Tu vas rouler plutôt que courir, tu vois, ce genre de conneries. Et alors qu'en plus, j'étais même pas gros, quoi. J'étais un peu joufflu, quoi. J'étais bien portant, mais j'étais même pas gros. Mais je m'étais auto-exclu. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on va pas se mentir, quand tu penses à un athlète, ça doit un peu incarner une sorte de perfection physique, avec, tu vois, un corps sculpté. Tu vois, quand tu penses à l'athlète, tu penses à l'image, tu sais, de la statue du dieu grec ou ce genre de choses. C'est ce que tu vois quand tu penses athlète. Et c'est vrai qu'on a une vision qui est finalement tout à fait éloignée de la réalité, parce que ni toi ni moi, malheureusement, on correspond pas forcément à ce stéréotype. Peut-être toi un petit peu plus que moi, voilà, je vais être un peu plus flatteur. Mais c'est vrai, quand on regarde de plus près, quand on regarde l'athlétisme, tu vois, tu parlais tout à l'heure par rapport à l'handicap et par rapport que notre sport, finalement, il offre cette possibilité de courir avec les meilleurs dans la même course. Tu peux pas faire un match avec Federer. Au tennis, nous, on peut courir dans la même course que Eliud Kipchoge. Mais quand on regarde de plus près, tu disais tout à l'heure, c'est un sport qui est hyper inclusif, mais même au niveau des morphologies, parce que l'athlétisme, que tu sois grand, petit, robuste, svelte, toutes les morphologies à sa place en athlétisme, que ce soit en demi-fond, saut en hauteur, lancer de poids, javelot. En fait, quand tu inscris un enfant dans un club d'athlètes aujourd'hui, quel que soit son physique, peu importe, mais vraiment tous les physiques possibles et imaginables, il va trouver sa place dans une discipline et son physique va même devenir une force, tu vois. Et franchement, c'est incroyable. Tu vois, c'est incroyable de se dire que l'athlète, c'est ce sport, un sport antique. Donc ça date de l'Antiquité. Tu vois, on dit que l'inclusion, c'est un sujet moderne, mais ça fait 2000 ans qu'on a l'athlète. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On met jamais ça en avant. On est toujours sur des images un peu clichés, un peu surfait. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est athlétisme, c'est être un athlète. Et donc tout le monde a ça. Aujourd'hui, un enfant, n'importe quel enfant peut y être. Et ça, on n'en parle pas, quoi.
C'est un vrai sujet, et je dirais même au-delà, et peut-être c'est aussi un tort dans certains clubs d'athlètes. On peut aussi avoir tendance à catégoriser en fonction du physique, c'est-à-dire que l'enfant qui vient courir mais qui est un peu costaud, on va dire tiens, toi tu seras un bon lanceur de poids. S'il a envie de courir, l'enfant il a envie de courir, il courra. On le voit avec les sprinteurs qui peuvent avoir des gabarits très différents. Tu vois un Jimmy Vico, tu vois un Christophe Lemaitre, Rien à voir. on n'est pas du tout sur le même type de morphotype. Christophe Lemaitre pourrait être un coureur de 800, voire un coureur de 1500. Jimmy Vico un peu plus difficilement parce qu'il a une telle masse musculaire, encore que, mais et c'est pareil pour les athlètes on va dire sur le fond international. Il y a vraiment de très grandes différences. Moi j'aime souvent citer le cas de Bekele et Gebrselassie, qui en fait sont des coureurs qui ont entre guillemets un rapport poids-taille qu'on n'imagine pas. Bekele, c'est 1m62 pour 58 kg. Il a même un IMC. Il a même un IMC élevé, quoi, tu vois. Voilà, et quand tu le vois d'ailleurs, physiquement, quand tu le vois, il est un peu crapu, quoi. Jamais tu peux te douter qu'il a on le connaît tous les deux, on l'a vu à plusieurs reprises. Jamais tu te doutes que ce mec-là, il est à ce niveau-là quand tu le regardes physiquement. Voilà, et parallèlement, tu vas avoir un Mo Farah qui fait 1m78 et qui fait 52 kg, tu vois. Donc, même chez les élites, tu as des différences de morphotype. Moi, il y a quelques années, j'avais notamment publié une photo qui avait été faite par quelqu'un qui était sur les 20 km de Paris. Et cette photo est encore consultable, et j'avais mis un petit commentaire, et c'était évidemment contre aucune des 3 personnes qui étaient sur la photo, mais c'était 3 athlètes féminines élites, et les 3 elles font dans le top 6. Et on voit qu'on a des morphotypes très différents. Et ça ne veut pas dire qu'un est mieux que l'autre, c'est que aussi on a notre histoire, on a notre génétique qui influe, on a nos qualités, et qui du coup influe sur notre morphotype. Et c'est pas parce qu'on est comme ci ou comme ça que la distance ou la discipline nous est interdite. Et bien justement, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre deuxième invité, Margot. Vous pouvez l'applaudir. Margot, bonjour. Pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es une athlète exceptionnelle qui n'hésite pas à se défier sur des épreuves aussi spectaculaires que le marathon, le trail ou même encore le triathlon. Tu mènes t'as mené un combat contre notamment l'hyperphagie. Tu en avais parlé dans le podcast Le Récit, dans lequel on t'avait reçu. Tu vas nous parler peut-être un petit peu plus de ce que c'est. Le combat aussi, l'hyperphagie, de la perte de poids, c'est des sujets que tu connais bien. Tu délivres aussi un message d'acceptation de soi sur les courses auxquelles tu participes, mais aussi sur les réseaux sociaux. T'inspires beaucoup de personnes. Moi, je te suis, et Fred aussi. Alors, vous ne connaissez pas, mais Fred m'a dit aussi qu'il te suivait sur les réseaux. Et donc, voilà, t'inspires du monde. Tu les aides à poursuivre leur passion, peu importe leurs conditions physiques, peu importe l'image qu'ils ont d'elles-mêmes, ne serait-ce que même les a priori qu'on peut avoir, même détachés du physique. Je ne suis pas capable de le faire. On m'a toujours dit que j'étais nul, que je n'étais pas sportif. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées qu'au physique. Voilà, c'est pour te présenter en quelques mots. Merci infiniment d'avoir accepté. C'est vraiment cool de pouvoir te recevoir et de prendre tes nouvelles. Comment est-ce que ça va ici à l'hôtel Molitor ? Écoute, ça va très bien. Je suis un peu impressionnée, surtout de passer après Myriam qui est juste exceptionnelle à mes yeux. Donc je me sens... Voilà, moi je suis juste une personne lambda. Crois-moi, tu as largement ta place ici, Margot. Voilà, j'ai juste l'impression d'être une personne lambda qui a son propre parcours de vie, qui est parfois un peu compliqué et qui a juste envie de faire des choses qui lui font plaisir et qui me mettent simplement des étoiles dans les yeux. Donc je me lance des défis, j'essaye, je me plante. Je me suis beaucoup plantée cette année, mais c'est pas grave, on apprend et on repart à l'entraînement pour mieux réussir la fois d'après, quoi. Alors, Margot, déjà, je suis ravi de te rencontrer en vrai. Et je vais d'abord rebondir sur ce que tu dis. Je ne connais aucun athlète, quel que soit son niveau, qui se plante jamais. Un athlète qui se plante jamais, c'est quelqu'un qui va jamais au-delà de ses limites et qui ne tente pas. Et ce que je trouve assez merveilleux avec ce que vient de dire Margot et qu'on retrouvait un peu dans le discours de Myriam, c'est que on a face à nous des personnes, alors je dis pas ça pour les flatter, mais qui sont exceptionnelles parce que elles dépassent des clichés, elles dépassent des stéréotypes, elles doivent faire face à un certain nombre d'obstacles pour pratiquer le sport qu'elles souhaitent ou pour pratiquer du sport tout court. Et ces personnes nous disent toujours, moi je suis juste une personne lambda.
Et alors moi qui suis plutôt bienveillant de manière générale, je vais peut-être être un peu piquant là. Parallèlement, on a des gens, on va dire, normaux qui font des choses assez lambda et qui se prennent un peu pour les rois du monde. Oh oui. Et du coup, bah voilà, La vie est curieuse parfois. Voilà, j'ai énormément de respect pour cette forme d'humilité et cette chose-là, parce que je pense que vous seriez plus à même de dire on fait des choses extraordinaires, mais vous le dites pas. Et c'est souvent le cas. Hein, c'est comme quand on reçoit des grands champions, ils sont pas là à dire ah, vous avez vu, moi je suis champion, j'ai fait 2,5 sur marathon, je suis le best. Ils sont pleins d'humilité. C'est souvent la marque des personnes entre guillemets les plus admirables. Moi, Margot, alors je te connais juste à travers les réseaux, donc je connais pas tout de toi, loin de là, évidemment. Et moi, je suis très curieux de connaître les origines de ta passion pour la course à pied. Déjà, comment tu as découvert le running ? Et moi-même, hein, j'ai découvert parce que j'ai accompagné plutôt, parce que au-delà d'être entraîneur au Stade Français, je fais aussi du sport santé, donc des personnes qui étaient en surpoids. Et je sais quelles difficultés il peut y avoir pour vous à vous mettre à la course à pied, du fait du regard des autres et de ce que ça suscite finalement, le regard que vous pouvez avoir vous-même et sur votre, entre guillemets, légitimité. Je déteste ce terme-là parce que je pense que personne n'est plus légitime qu'une autre, mais bon, bref, on se comprend quand je dis ça. Et du coup, comment tu es arrivé à aller au-delà ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire face à tout ça et finalement arriver à surmonter ces obstacles et te donner la force d'enfiler ton short, ton legging, te mettre les baskets et de dire moi je vais courir et je m'en fous de ce qui peut se passer dans la rue, dans le bois ou dans le sentier. Quand je cours, moi je prends mon kiff. Mais en fait, dans mon histoire avec la course à pied, il y a, on va dire, 2 grandes périodes. Donc il y a mes débuts, comme je les ai racontés dans le premier épisode dans lequel je suis passée dans la tête d'un coureur. Mes débuts jusqu'à 2017 et mon premier marathon où ça a été un peu une période d'euphorie où je découvrais la course à pied. J'ai commencé par le syndrome de la bonne élève parce que j'avais besoin de me prouver après un passage en classe prépa assez catastrophique que j'étais capable de le faire. Tu avais perdu confiance en toi à ce moment-là. Totalement. C'était une thérapie presque, oui. La prépa marathon pour toi. Ah oui, totalement. Et en fait, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée du marathon de Paris, je crois qu'on a tous cette histoire un peu particulière avec le marathon de Paris, je me suis sentie à la fois légère et puissante en me disant que rien ne pouvait m'arrêter parce que je m'étais donné les moyens de courir un marathon, je l'avais fait. Et si j'étais capable de courir un marathon, en fait, je pouvais faire énormément de choses dans ma vie. Et ça a vraiment été une période d'euphorie. Les années qui ont suivi ont été beaucoup moins euphoriques. Et c'est là où j'ai pris vraiment du poids. Et où depuis, je me bagarre un petit peu avec ça. En gros, j'ai pris 22-23 kilos. Donc, on va dire que ça pèse son poids aussi bien physiquement pour aller s'entraîner, où on sent une chute totale de ses performance, on va dire. On n'a plus du tout le même niveau, on n'a plus du tout les mêmes facilités, c'est une galère. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et un poids en fait mental parce que on se reconnaît pas dans le miroir, on se reconnaît pas. Faut changer les vêtements. Faut changer les vêtements. Je suis arrivée à une taille. Le pire, c'est que j'étais en 42, 44, donc qui reste une taille lambda, on va dire. J'ai commencé à avoir du mal à trouver des leggings et des shorts à ma taille. Ça fait, mais alors vraiment très très mal. Alors qu'on dit que c'est une taille. Oui, on n'est pas dans ça reste des standards. Voilà. Et donc là, c'est depuis, on va dire, 2018-2019 où je suis en train d'écrire un nouveau chapitre de mon histoire avec la course à pied, de courir en étant en surpoids. Mais c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il faut bien avoir conscience. Moi, j'en ai rencontré plein, des coureurs, parce qu'il y a énormément de gens qui ont commencé la course à pied pour perdre du poids. C'est vraiment l'une des portes d'entrée des coureurs. Et des personnes qui étaient vraiment en surpoids, mais même bien au-delà de toi, et qui m'expliquaient qu'ils se levaient à 5h du matin pour aller courir quand il n'y avait personne, la nuit, dans le noir, qui allait courir en forêt, qui courait juste 100 mètres et qui ne pouvaient pas faire plus de 100 mètres, qui s'arrêtaient. Parce qu'il faut avoir conscience aussi, quand on est en surpoids, moi j'ai pris quelques kilos récemment, je peux vous dire que c'est vraiment... faites le test un jour de mettre un sac à dos avec 5-6 kilos en plus et vous allez voir un peu les difficultés qu'on peut avoir. Et il y a le regard des gens et en fait c'est vrai que même si pas forcément les gens nous regardent, mais c'est quelque chose qu'il faut faire abstraction. Et toi tu sembles avoir quand même réussi
à faire abstraction de tout ça et on le voit bien avec ce que tu postes. Comment est-ce que tu vois les choses? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête justement pour te dire, pour s'assumer en fait comme... J'ai un caractère un peu fort, on va dire. Je déteste clairement qu'on me dise ce que je dois faire. Vous en parliez tout à l'heure avec Myriam. Le non, tu peux pas faire ça. C'est quelque chose c'est l'un des plus puissants moteurs qui existent chez moi en fait. Et non, en fait, j'ai envie. J'avais cette passion de la course à pied, je l'ai toujours. Et en fait, j'ai juste envie de retrouver cette facilité entre guillemets que j'avais à l'époque. Et en fait, je me concentre surtout sur tout le bien-être que ça m'apporte, le fait de débrancher mon cerveau quand je vais courir, d'être enfin apaisé, de me dire voilà, tu galères, mais tu le fais quand même. Donc c'est tout un... En fait, j'ai pas envie que les gens m'enlèvent ça juste parce que, oui, je suis un peu plus ronde que les standards en course à pied. Bon, c'est pas grave, il y a pire que dans la vie, quoi. On vit malheureusement dans une société où les préjugés, les stéréotypes liés à l'apparence physique et surtout dans le sport sont quand même assez colossaux. Sans entrer dans les détails, en tout cas si tu souhaites pas l'aborder, est-ce que tu peux... tu nous dis vraiment ce que tu veux, mais nous partager un peu ton expérience et les préjugés ou même l'harcèlement que tu as pu... tu es l'une des personnes les plus harcelées aujourd'hui, je crois, sur la communauté de coureurs. Moi, j'ai diffusé ton récit et c'est en 5 ans d'histoire. J'ai eu des contrôles qui ont essayé de me dissuader j'avais jamais vu ça. Ça m'avait semblé complètement lunaire. Aujourd'hui, comment tu vis l'harcèlement que tu reçois ? Alors, il y a une partie du harcèlement dont je ne suis pas au courant et ça me va très bien de ne pas l'être. Je fais la politique de l'autruche. Et pour tout ce qui arrive directement dans mes MP ou dans mes commentaires, et ce, quelle que soit la plateforme, que ce soit Instagram, les commentaires de mon blog, TikTok, YouTube, soit j'ai pas envie de me bagarrer, je bloque et je passe à autre chose. Soit j'affiche la personne et sa stupidité parce que c'est... Parce que tu as même des profs de sport qui t'ont harcelé, c'est quand même assez... Oui, je trouve ça hallucinant que des coachs sportifs viennent dans mes commentaires pour dire oh non, mais un triathlon S, c'est quoi ça ? Oui, on n'a pas tous la même ligne de départ dans la vie, on fait ce qu'on a à l'instant T. Et pour certains, finir un triathlon S, ce sera l'aboutissement de toute une vie. Mais on voit sur les réseaux que tu es harcelé. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu décides de ne pas te cacher, de te montrer comme tu es. Tu vas faire des photos en maillot de bain, tu vas faire des photos en brassière, en short, des photos qui sont basiques pour n'importe quelle autre influenceuse running. On va trouver exactement les mêmes photos, sauf que toi, effectivement, tu as un petit peu plus de kilos que les autres. Et comme tu ne te caches pas, comme tu... t'assumes en fait tes rondeurs, t'assumes ton corps, t'assumes tout. Et ça ne plaît pas à certaines personnes en fait qui pour eux vivent ça comme une agression et en fait t'inventent une vie, te trouvent 1 million de défauts simplement pour t'harceler et finalement te punir de ce droit que tu t'offres d'être comme tout le monde en fait. C'est ça qui est complètement dingue. Alors moi je pense même qu'au-delà... mais peut-être que Margot aura une vision différente. Je pense que ces gens-là, en tout cas, n'acceptent pas la liberté que les personnes comme Margot ou autres s'accordent à elles-mêmes. C'est-à-dire que globalement, on est dans des sociétés où lorsqu'on est en surpoids, lorsqu'on est un peu enrobé, faut mettre des vêtements larges, faut mettre des couleurs sombres pour un peu cacher tout ça. Et le fait de, comme tu dis, sans forcément tomber dans le body positif et dans ses excès, de dire, moi je fais du sport, mais je fais du sport et je m'habille comme une sportive, c'est légitime. Et ça, c'est la meilleure chose à faire, surtout. Et ça, il me semble avoir remarqué que c'était aussi un de tes leitmotifs et quelque chose qui était vachement important pour toi, Margot. Toi, tu lui donnes quelle signification à ça, au fait de dire, je suis sportive, je suis peut-être un peu enrobé actuellement, mais j'ai envie de m'habiller telle qu'une sportive s'habillerait. Ça a quelle signification pour toi, je ne sais pas si on peut dire ce combat, c'est toi qui le qualifie, mais cet acte-là? En fait, ça a commencé quand j'ai commencé à recevoir des MP de femmes qui n'osaient pas courir en short l'été.
Voilà, il fait chaud, on met en legging ou en jogging, pire, un bon jogging molletonné. Avec un sweat, ouais, non, mais voilà, c'est ce qu'on voit. parce qu'on n'ose pas se montrer en me disant, et en fait, c'est là, je dis, mais il fait 30 degrés, il fait chaud, et tu te mets en danger juste parce que tu n'oses pas mettre un short. Et en fait, ça m'a fait mal au cœur comme pas possible de voir à quel point on pouvait se mettre des barrières. Et même moi, à l'époque, je m'en mettais sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui encore, ça continue. Mais juste par peur du regard des autres, parce qu'on sait qu'on ne rentre pas dans les cases. On sait que on va s'en prendre plein la tête. Enfin, je vais poster une photo de moi en train de courir vers une finish line. Véridique, ça m'est arrivé. Dans les commentaires, on va me dire « Ah, je comprends pas que le bitume ne se soit pas fissuré. » Voilà, des trucs comme ça, c'est horrible. Et en fait, je comprends pourquoi y a des femmes qui n'osent simplement pas mettre un short. Donc chaque été, c'est mon combat, trouver des shorts qui vont bien, qui flattent la silhouette, qui remontent pas, qui protègent le frottement entre les cuisses, parce que en fait, on se rend pas compte à quel point un simple short. Et pour en venir un peu sur le combat que tu mènes, parce que c'est même lié aussi des fois à l'apparence physique ou le fait de ne pas se sentir légitime. Moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où vous courez, vous êtes athlète. Il faut toujours se voir en tant qu'athlète, il faut toujours s'habiller. Quand on a un objectif, avoir les tenues, c'est très très important de déjà se mettre dans la statue. Et puis à partir du moment où vous courez, vous avez décidé de sortir de l'inactivité pour aller faire du sport, vous êtes un athlète, quoi. Considérez-vous comme ça, c'est hyper important, c'est salvateur. Et c'est vraiment un conseil que je donne. Et tout le harcèlement que tu peux avoir, les gens qui t'harcèlent, ils supporteraient même pas, 20 minutes dans ta vie de ce que tu subis. En fait, ces gens-là qui harcèlent et qui critiquent, ils n'auront jamais la force mentale, la capacité de subir ça. Je suis persuadé que tous ceux qui font ça, ce seraient les premiers à s'écrouler à la moindre critique. Et je pense que tu les renvoies. On dit souvent ça, hein, Fred le confirmera, mais ça dit souvent plus de mêmes que des autres. Et moi, je disais aussi la dimension de performance, parce qu'il faut le rappeler. On en avait déjà parlé, Fred, dans le podcast, mais récemment, on était au marathon de Londres. Le marathon de Londres aussi valorise les personnes sur marathon, parce qu'on sait qu'il y a des blessés de guerre, on sait qu'il y a des gens qui ont des histoires différentes. On a entendu tout à l'heure avec Myriam, mais on a cette chance-là que le marathon, c'est un symbole. Et nous, on aime bien, tu vois, mettre ça en avant. Ça nous donne des émotions. On reste jusqu'à la fin, on prend les billets de train plus tard, justement, pour pouvoir assister à ça, parce que c'est un spectacle incroyable. Et les gens, en fait, ne l'acceptent pas. Il y a toujours ce regard, en fait, hyper performant. C'est toujours vouloir surtout dévaloriser, en fait, les efforts des autres. Vraiment vouloir un peu faire du mal. Toi, Fred, en tant qu'entraîneur, je sais que tu combats un peu ces préjugés. Pourquoi c'est important, justement, d'expliquer aujourd'hui que la notion de dépassement de soi, elle est importante et elle n'est pas corrélée à la performance? Pour moi, c'est fondamental parce que justement, je pense que je l'ai dit et je le répète, c'est ce qui fait la beauté de notre sport. On est dans un sport qui autorise tout. Il y en a qui veulent et qui cherchent la performance, c'est très bien. S'ils en ont les capacités, notamment physiques, génétiques, mentales, c'est tout un ensemble qu'il faut pouvoir réunir et y arriver, très bien. Derrière, il y en a qui font ça par défi personnel. Par rapport à leur histoire, ce qu'ils ont vécu, et ça c'est souvent, entre guillemets, je vais dire des choses qui peuvent être assez lourdes ou pas, mais il faut déconstruire tous ces stéréotypes qui collent et qui sont véhiculés par certains. Et d'ailleurs, si honnêtement, hein, on s'intéresse un peu aux personnes qui véhiculent ces stéréotypes, c'est ce que je disais, hein, c'est pas les meilleurs marathoniens du monde qui sont c'est des gens qui sont 2h05, 2h10 qui vont dire ah mais ces gens-là non, c'est pas vraiment des marathoniens. Il y a un côté un peu pervers narcissique, voilà, tu vois. Exactement, voilà, après c'est pourquoi c'est certainement voilà, je veux pas faire le psychologue de comptoir, donc je vais pas m'embarquer là-dedans, mais en tout cas je pense qu'on est un des sports les plus inclusifs et ouverts possibles. Honnêtement, et donc commencer à dire à quelqu'un non, ça c'est pas possible, c'est on lui pose une limite qu'on s'est posée à soi-même. Tu le disais souvent, les critiques que donnent les gens, ça renvoie plus à ce qu'ils pensent et d'eux-mêmes, leur rapport qu'ils ont au monde. Moi, quand j'entends, parce que je n'étais pas forcément au courant de l'ensemble des détails, que même des coachs disent mais un triathlon S, c'est rien. Ouais, enfin, je veux dire, là c'est un peu surprenant. Après, on sait honnêtement, et je pense qu'on vit aussi sur une forme de fantasme, parce qu'on parle souvent des valeurs du sport. Il y a toute une partie du sport qui est quand même à l'encontre de ce qu'on pense que c'est-à-dire des valeurs de bienveillance, d'encouragement mutuel et tout. C'est quand même le sport aussi un lieu de compétition, et des gens
vivent la compétition, non pas pour être le meilleur, mais pour abaisser les autres. C'est comme ça qu'ils le vivent. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Hein. Souvent, ces gens-là sont dans le sport comme ils sont dans leur vie personnelle, comme ils sont au bureau. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. Oui, ça leur permet d'évacuer des frustrations ou des choses qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Voilà, malheureusement, c'est ainsi. Et je pense que les différents exemples, Margot en fait partie, aident à faire changer les choses. Et plus il y aura de personnes qui arriveront et qui ne se laisseront pas faire par ces dictates, entre guillemets, de bonne conscience, de bienséance, et plus ça fonctionnera. Il y a aussi cette mode un peu de dévaloriser. Aujourd'hui même, on dévalorise le marathon, on dévalorise maintenant même le trail. Tu vois, j'étais à l'UTMB et il y avait un mec qui m'expliquait que le GR20, c'était pas compliqué, tu vois. Et après, on s'étonne qu'à la télé, on voit des gens se lancer dans des défis et il y a des accidents, il y a des gens qui meurent tous les jours en montagne parce que justement, tu vois, les gens veulent en fait dévaloriser l'effort pour se valoriser en fait eux-mêmes. Et ce qu'il faut vraiment dire aux gens, c'est que si vous êtes capable, ne serait-ce que de courir 3 kilomètres, il y a très peu de gens aujourd'hui en France. Faites un essai. Si vous avez des familles autour de vous, un repas de famille, des gens qui ne sont pas sportifs, il faut sortir un peu de sa bulle, quoi, tu vois, de monde de coureur. Mais sortez autour de vous et regardez dans un repas de famille qui est capable chez vous, dans votre famille. Si vous n'avez pas une famille sportive, de courir 3 km, c'est une minorité. Si vous savez faire ne serait-ce qu'un kilomètre en 6 minutes, vous êtes déjà une minorité. Il y a 4% des gens qui ont fait un marathon. Et souvent, il y a ce côté de il marche. C'est pas un marathonien, il a marché. Il faut l'exclure en fait de la communauté des marathoniens. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de marcher 42 km? C'est pas rien, 40. Mais si tu le fais en marchant, c'est pas rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable de cette déconnexion en fait. Aujourd'hui, il y a un enfant sur 4 qui est en surpoids. Il y a la sédentarité en fait qui est en train d'exploser. Et ce discours, il est inacceptable en fait. On devrait les encourager, ces gens-là, à faire du sport. C'est un non-sens complet. On devrait être fier qu'aujourd'hui, quand tu as une personne qui est en rémission d'un cancer, quand tu as une personne qui se bat contre le surpoids, quand tu as une personne qui a vécu un deuil, quand tu as une personne qui a vécu une séparation difficile, le réflexe qu'il a pour se reconstruire, c'est d'aller sur un marathon. Mais c'est un bonheur d'avoir ça. Il fait pas du judo, il fait pas du tennis. Il a choisi. C'est notre sport qui est ce symbole-là. Comment on peut pas être fier de ça? Tu vois, c'est ça qui me rend. Ça me rend fou, quoi, tout simplement. Et encore, tu dis courir 3 km. Moi, pour l'avoir vu de mes yeux, tu as énormément de personnes. Même faire un tour de piste de 400 mètres en trottinant sans s'arrêter, tu en as énormément qui n'y arrivent pas. Et c'est une problématique de santé publique à l'heure actuelle. Faut pas se leurrer au-delà de la performance. Donc, c'est vivre dans une bulle, totalement déconnecté de ce qui se passe réellement. En même temps, moi, c'est souvent parce que j'ai eu ce type d'échange avec des gens qui disent oui, courir à 4 heures marathon, c'est pas être marathonien. Je lui dis, mais toi qui cours en 3 heures, si là, les Éthiopiens qu'on croise en stage, qui eux courent en 2:10, ils viendraient se foutre de toi parce que tu cours en 3 heures et que pour lui, même en footing, il va plus vite. Tu le prendrais comment et tu dirais, mais qu'est-ce qui se la pète ce gars? Donc essaye d'avoir aussi un peu de recul sur ton discours, tout simplement. On est toujours le nul de quelqu'un. Hein. Tu prends même le meilleur Français, tu prends le meilleur Éthiopien, il a pris sa douche avant d'arriver. Et pourtant, on va pas dire qu'il est mauvais. Mais c'est ce que je me souviens, j'en avais parlé, je l'avais dit, moi ça me fait penser un peu, tu sais, aux hommes politiques où tu leur demandes c'est combien le prix d'un pain au chocolat. Et ils vont te dire un pain au chocolat, ça coûte 12 euros. Ils sont déconnectés de la réalité, quoi. C'est ridicule, on entend, on se dit, mais combien ça coûte un ticket de métro? Un ticket de métro, c'est 6 euros. Et on se dit, on se dit, mais comment c'est possible qu'ils aient cette vision du monde? Ils sont pas dans le réel en fait. Et les coureurs comme ça qui te disent un marathon 4h30 c'est pas un marathon, c'est pareil, ils vivent dans un monde parallèle ces gens-là. Moi je vous dis les gars, il faut vraiment que vous ouvrez le monde, sortez un peu, allez voir ce qui se passe autour de vous, allez dans les écoles, allez intéressez-vous aux autres en fait. Le monde ne tourne pas autour de votre nombril et vous allez voir que c'est quelqu'un qui finit un marathon, c'est incroyable quoi. Mais c'est aussi le cas sur les réseaux sociaux parce qu'on montre que les réussites, c'est souvent les mêmes profils qui apparaissent et du coup quand un profil un peu comme le mien sort des sentiers battus, alors je suis ronde, j'ai pris le départ de 4 courses cette année, j'ai fait 3 DNF, voilà, génial. Tu sais, on a reçu Sam Lello, hein. On a reçu Sam Lello qui est... Alors il est juste champion du monde d'Ironman, hein. C'est 60% de not finish, qui n'a jamais, même moi, on ne va pas faire l'apologie de ne pas finir, tu fais, en plus je crois que c'est sur des trails. Course à pied, triathlon, trail, j'ai fait les 3 cette année. Aller faire un trail avec du dénivelé en surpoids, enfin je veux dire,
les gens ne se rendent pas compte. Faire du dénivelé quand tu es en surpoids, c'est très très compliqué. C'est pas. Il y a plein d'athlètes c'est pas une honte, quoi. Et du coup, en fait, les gens réalisent pas que courir en 4,20, en 5, c'est pas à la portée de tout le monde. Et en fait, que la réalité de la majorité des coureurs, c'est de galérer à faire leur 10K en 1 heure. Enfin, là, j'y suis pas, j'en suis loin. Je l'ai été à une époque. Je me rappelle encore m'être bagarrée à l'époque pour arriver à passer sous cette heure symbolique, en fait, pour le 10 km. Donc, en fait, sur les réseaux, il y a une surenchère de toujours plus gros, toujours plus vite, toujours plus. Et on oublie en fait d'où l'on est parti. Donc je fais des podiums en partant de la fin. Bon, c'est pas grave, hein, j'y suis. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai ma médaille. Je me suis entraînée j'ai eu les mêmes courbatures, j'ai galéré parce que quand tu fais un triathlon, que tu es en surpoids, le surpoids tape dans le cardio dès que tu cours. Dès qu'il y a du dénivelé à vélo, tu te prends un coup d'arrêt parce que le rapport poids-puissance joue en ta défaveur. Évidemment. Donc c'est tout un tas de trucs où tu te dis je suis en surpoids, je le fais quand même. Et j'ai pas envie en fait qu'on s'arrête au fait que je suis en surpoids. Enfin, je le fais et j'en ai ras-le-bol de recevoir sur mes contenus des « Attention à tes genoux, tu devrais pas courir, marche ou fais du vélo plutôt ». J'en peux plus. J'en peux plus de ça. C'est la progressivité. Je dois le recevoir, mais facile 1 jour sur 2 en fait. Dès que je poste un contenu course à pied de personnes qui ne me connaissent pas, qui savent pas, par exemple, que je suis coachée ou qui savent pas que ça fait 10 ans que je cours en fait. Donc au bout d'un moment, mon corps il s'est adapté en fait pour que je puisse courir à mes allures, malgré les kilos en trop, quoi. Ça a été un échange passionnant. Merci beaucoup. Bravo, parce que franchement, moi, je suis admiratif du courage que tu as et puis le combat que tu mènes, les défis que tu te lances, aller sur triathlon, aller sur les trails. Des fois, on a souvent un peu cette image de finir un peu dernier dans la fin de course, de savoir que peut-être tu vas pas être en capacité de pouvoir finir. Enfin, c'est un combat. C'est un combat très courageux. Donc félicitations. Et puis en plus, l'important, c'est que tu inspires du monde et que tu as un impact positif. Donc ça, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Fred, ça a été un échange passionnant. Alors, je ne sais pas si tu veux conclure cette belle célébration, parce que moi, tu vois, je vais te dire la vérité. On reçoit des champions du monde. Tu vois, c'est ça qui est beau quand même avec la course à pied. C'est ce qu'on voulait aussi célébrer. C'est que finalement, on a tout autant d'émotions en écoutant Margot, en écoutant Myriam, en écoutant Lucène. Tu vois, que des athlètes de haut niveau, quoi. Et là, je suis sûr que nos auditeurs, mais j'en mets la main à couper, que c'est des histoires tout aussi ordinaires. Et si je mettais aujourd'hui même Mo Farah, si je mettais Eliud Kipchoge et qui vous a écouté, je vous jure qu'il serait hyper admiratif, quoi. Et je vous le dis vraiment, quoi. Et j'en suis convaincu. Et c'est juste incroyable, quoi. C'est trop bien. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume, un de nos premiers lives qui avait lieu dans cette merveilleuse ville de Lyon. Je dois le dire quand même. C'est un Lyonnais qui dit ça. Avec Annette Sergent, c'est un peu une ancienne, mais pour ceux qui ne connaissent pas, elle a été double championne du monde de cross à une époque où les athlètes est-africains et donc est-africaines étaient déjà présentes, donc avec une vraie concurrence, donc double championne du monde fin des années 80, début des années 90. Et on avait eu cet échange-là sur un peu l'opposition. Alors c'était plus sur un peu entre guillemets, les influenceuses running et les coureurs élites. Et elle avait dit clairement, tout le monde participe du même sport, mais à une échelle différente. Donc il faut encourager toutes les formes de pratique et toutes les formes de promotion de notre sport. Et là, on a quand même quelqu'un qui, je pense, a été l'élite de l'élite en France et qui a un vrai regard. Et du coup, c'est tout. Je pense que du moment qu'on sait où on est sur l'échelle, c'est très bien. Et comme le dit, presque j'entendrais, entre guillemets, qu'on puisse critiquer Margot si elle se présentait comme une athlète élite. Vous avez vu comment je suis forte, je me la raconte, machin, je suis une bosse. On dirait, attends, redescends sur terre, peut-être que tu cours, c'est très bien, mais t'es 4 heures, c'est tout. Mais c'est même pas le cas. Donc c'est ça moi qui me surprend le plus, c'est que on partage juste une passion. Et à cause de peut-être de la liberté qu'on s'accorde, on se coltine tout, excusez-moi de le dire comme ça, les frustrés de la planète. Ouais, parce que c'est eux finalement. Mais ce qu'il faut avoir conscience aussi, parce que souvent on entend, oui, mais
les coureurs amateurs, les influenceurs running, ils sont invités par les marques, ils ont des cadeaux, voilà. Et en fait, ils volent un peu le pain des coureurs professionnels qui, eux, n'arrivent pas à vivre. Alors, il faut vraiment en finir avec cette idée reçue qui est complètement fausse. Aujourd'hui, dans le fond et demi-fond français, même s'il y a encore plein de problèmes au niveau économique, c'est l'un des sports où il y a le plus de professionnels. Croyez-moi, en aviron, en escalade, au judo, à l'escrime, ils sont très loin d'avoir autant de professionnels que nous, on a dans le demi-fond. Et pourquoi on a autant de professionnels ? Parce qu'il y a 13,5 millions de coureurs, il y a un marché des coureurs amateurs, donc ça crée une économie, et cette économie, les coureurs professionnels en profitent. Et si vous mettez en parallèle le développement du running, notamment dans les années 2010, avec la courbe du développement des réseaux sociaux, elle est assez corrélée, puisque ces influenceurs, ces gens qui partagent leur passion sur les réseaux sociaux, ils donnent envie aux gens de courir, et donc par effet boule de neige, le marché est grossi. Voilà, au Portugal, en Italie, croyez-moi, il n'y a pas autant de professionnels parce que cette démocratisation de la course à pied auprès du grand public populaire, elle n'est pas aussi développée. Donc, les influenceurs, ceux qui partagent leur passion sur les réseaux sociaux, ils ne prennent pas une part du gâteau, ils font grossir le gâteau. Et vraiment, c'est très mal connaître l'univers, le monde de la course à pied, et ça prouve que ces gens ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Et justement, pour renforcer ce que tu dis, en gros, hein, la course à pied et running en France, c'est 13 millions de pratiquants. La Fédération française d'athlétisme, c'est 300 000 adhérents. Sur les 300 000 licenciés, il y en a une bonne moitié, c'est des sprinters, c'est des lanceurs et autres. Donc on va dire, allez, une grosse louche, 150 000 coureurs, entre guillemets, d'endurance. Donc c'est rien par rapport à tous les pratiquants. Donc finalement, comme tu le dis, si on n'avait pas autant de gens qui pratiquent, eh ben, tout simplement, on aurait beaucoup moins d'équipements, beaucoup moins de choix, beaucoup moins de choix de compétition, comme dans d'offres. le triple saut, voilà. Comme dans le javelot, où ils n'ont rien, quoi. Et on serait peut-être comme, entre guillemets, comme les lanceurs, comme les lanceurs de poids, de javelot, à se dire finalement, on veut même nous exclure des grands championnats parce qu'on ne représente plus rien. On a un poids... Notre sport a un poids économique et qu'on le veuille ou non, c'est dans les sociétés dans lesquelles on vit, ça a son importance, qui nous permet de vivre notre passion vraiment pleinement parce qu'on a un choix vertigineux de compétition et on le disait, on peut courir avec les meilleurs en plus. Donc ça, c'est super. On est aux Jeux Olympiques. On va être la seule discipline, la course à pied, où il va y avoir une course, le fameux marathon pour tous, où les gens vont courir sur le parcours, alors pas en même temps évidemment, parce qu'un championnat, ça reste un championnat, mais sur le parcours où aura eu lieu la compétition officielle. Pendant la compétition officielle, je pense que tous les sports et tous les pratiquants d'autres sports et les amateurs rêveraient d'avoir cette opportunité-là. Et ça, on l'a grâce au succès de la course à pied. Le succès de la course à pied est lié à la diversité et à la multiplicité des pratiquants et des pratiquantes. C'était un excellent mot de la fin. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Merci infiniment à notre partenaire New Balance qui était OK pour défendre ses valeurs. C'est des choses qui leur tiennent à cœur et ont permis de rendre cet épisode possible et de vous accueillir dans cet endroit absolument incroyable. On va se retrouver dans quelques instants, nous, pour aller faire un petit run tous ensemble. Et je pense qu'on a plein de choses à partager. Merci Margot, merci Violaine, merci Myriam. Et puis... je vous souhaite encore de très beaux souvenirs, de très belles émotions dans vos prochains défis sportifs et je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau. À bientôt.